6e partie sur 8 de La vie selon Ove. Maintenant, du chapitre 26 à 30, donc de la page 254, au beau chiffron de 300. Donc ça fait 47 pages. Attendez-vous encore à une belle heure avec moi avec cette lecture. On s'était quitté. Bon, je ne vais pas relire les derniers mots de l'autre truc parce que je me suis bien rendu compte maintenant que ça n'a pas rapport. Les chapitres ils s'enchaînent sans avoir tellement de liens. Même s'il faut comprendre des trucs avant de. Faut les lire en ordre, c'est juste que tous les chapitres de suite, c'est pas toutes des suites de l'un à l'autre. Mais voilà, il y avait. Il avait faké de mettre un truc en électricité pour que le chien de sa voisine pisse pas sur son terrain. Tout simplement. Bon, je l'ai fait aujourd'hui au lieu de demain, parce que demain je suis occupé, mais pas aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. Chapitre 26. Ove et un monde où plus personne ne sait réparer un vélo. Cette époque, Sonia n'avait jamais encouragé Ove à se faire des amis. Elle avait essayé de temps à autre, mais Ove voyait dans le fait qu'elle ne rabâchait jamais le sujet avec insistance une des plus grandes preuves d'amour de sa part. Bien des gens ont du mal à vivre avec une personne qui apprécie la solitude. Cela embrasse ceux qui ont du mal à s'en accommoder eux-mêmes. Sonia, en revanche, ne poussait jamais la complainte trop loin. Je t'ai pris tel que je t'ai trouvé, disait-elle. C'était ainsi. Bien sûr, cela ne l'empêcha pas de se réjouir pendant les années où Ove et Rune partagèrent un semblant d'amitié. Non pas que les deux hommes se soient beaucoup exprimés. Rune parlait très peu et Ove presque pas, mais Sonia n'était pas assez bête pour ne pas s'apercevoir que même les hommes comme Ove apprécient d'avoir quelqu'un avec qui ne pas parler de temps en temps. Et cela fait longtemps qu'elle n'en a pas eu l'occasion. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai gagné, lance-t-il lorsqu'il entend le clapet de la boîte aux lettres. Le chat bondit de l'appui de fenêtre du séjour et se dirige vers la cuisine. Mauvais perdant, pense Ove, en allant vers la porte d'entrée. Cela fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'a pas parié sur les horaires de passage du facteur. Rune et lui faisaient cela si souvent quand ils avaient des congés estivaux qu'ils avaient dû mettre au point un système complexe de marge et de plage de 30 secondes pour déterminer qui était tombé au plus près. C'était à l'époque où le facteur passait à midi et où il y avait beaucoup de limites claires pour désigner le vainqueur. Ce n'est plus possible à présent. Le facteur passe n'importe quand, même au milieu de l'après-midi. À croire que le bureau de poste est libre de distribuer le courrier quand ça lui chante et que le destinataire doit en plus dire merci. Après que lui et Rune se furent brouillés, Ove avait essayé de jouer avec Sonia, mais elle n'avait pas compris les règles, alors Ove avait abandonné. Le jeune homme regrette souplement le torse en arrière pour éviter la porte qui fait valser Ove. Celui-ci le regarde avec étonnement. Le visiteur porte un uniforme de facteur. Oui, fait Ove. Le nouveau venu, qui n'est apparemment pas en état de répondre, dispote un journal et une lettre. Ce n'est qu'à cet instant qu'Ove reconnaît le voyou qui a voulu l'empêcher de ranger le vélo dans la remise, quelques jours plus tôt. Celui que l'adolescent disait vouloir réparer. Mais Ove sait bien ce qu'il en est. Avec les vauriens de ce genre, réparer signifie voler et revendre sur Internet. Voilà ce que cela veut dire. Le jeune homme a l'air encore moins enthousiaste qu'Ove, un défi en soi, quand il le reconnaît à son tour. Il affiche la même expression qu'une serveuse qui hésite à poser une assiette devant un client ou retourner en cuisine pour cracher encore une fois sur son contenu. Il regarde Ove d'un air distant, baisse les yeux sur la lettre et le journal, relève la tête. Finalement, il lui tend le courrier avec un tné laconique. Un tné, ok, tné laconique. Ove s'en saisit sans quitter le voyou des yeux. Votre boîte aux lettres est abîmée, alors j'ai préféré vous donner le courrier directement, dit le jeune facteur. Il désigne du menton la boîte en tôle, pliée en deux depuis son assaut par un lourdeau pas fichu de faire à marche arrière avec une remorque. Ove baisse les yeux. Le journal est une quelconque feuille de chou locale, une de celles qui sont distribuées gratuitement en dépit de l'autocollant stipulant clairement qu'ils peuvent se la garder. Et la lettre contient à coup sûr la réclame, devine Ove. Son nom et son adresse sont écrits à la main sur l'enveloppe, mais c'est encore une ruse publicitaire pour faire croire que la lettre émane d'une vraie personne. Et quand on ouvre,
Boum, on découvre une avalanche de prospectus. Mais ils n'auront pas Ove avec ça. Il peut le garantir. Le jeune homme se balance sur les talons en regardant ses pieds, comme s'il réprimait des paroles. Autre chose? Demande Ove. Le garçon baisse rapidement la main, passe rapidement la main dans sa tignasse grasse d'adolescent prépubère. Oh, et puis merde! Je me demandais seulement si vous aviez une femme qui s'appelle Sonia, marmonne-t-il en s'adressant à la neige. Ove lui lance un regard soupçonneux. Le voyou désigne l'enveloppe. À cause du nom de famille. J'avais une prof qui s'appelait comme ça. Je me demandais juste. Oh merde! Il semblait se maudire d'avoir parlé. Il se détourne, mais Hope s'éclaircit la gorge en donnant des coups de pied contre le seuil. Oui, oui, ça se peut. Qu'est-ce qu'il y a avec Sonia? Le jeune homme s'arrête quelques mètres plus loin. Ah merde, c'est juste que je l'aimais bien. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis. Vous savez, je suis pas très doué pour ce qui est de lire et d'écrire et tout ça. On s'apprête à rétorquer d'un ton ironique qu'il n'en se serait jamais douté, mais se retient. Le garçon se tortille sur place. Il ébouriffe ses cheveux d'un air égaré. On a l'impression de chercher la formule correcte. C'est la seule de toutes mes profs qui pensait pas que j'étais complètement idiot, murmure-t-il, la gorge serrée. Elle me fait lire celui-là. Vous savez, Shakespeare. Je savais même pas que je pouvais lire. Vous voyez le truc? Elle m'a fait lire un bouquin vachement épais et tout. Je me suis senti trop mal quand j'ai appris qu'elle était morte, vous savez. Oh, regarde le silence. Garde le silence. Le jeune homme baisse la tête et hausse les épaules. C'est tout. Il se tait, le retraité et l'adolescent plantés à quelques mètres l'un de l'autre, donnent des coups de pied dans la neige, comme s'ils faisaient des passes avec le souvenir d'une femme qui persistait à déceler chez certains hommes plus de potentiel que ces hommes voyaient en eux-mêmes. Aucun d'eux ne sait que faire de cette expression commune. Qu'est-ce que tu voulais faire avec le vélo? Demande finalement Ove. J'ai promis à ma copine de le réparer. Elle habite là-bas, dit le garçon en pointant le menton vers la maison, tout au bout de la rue, en face de chez Anita et Rude. Celle où vivent les trieurs sélectifs quand ils ne sont pas fourrés en Thaïlande ou Dieu sait où. Enfin, vous savez, c'est pas encore ma copine, mais je pense qu'elle va l'être. Vous voyez le truc? Hobbes considère son interlocuteur avec l'expression caractéristique de ne manger face à un homme plus jeune qui donne l'impression d'inventer la grammaire au fur et à mesure. Tu as des outils? Demande-t-il. Le garçon secoue la tête. Comment tu comptes réparer le vélo sans outils? S'écrie Ove avec une surprise non feinte. Le volu hausse les épaules. Je sais pas. Pourquoi tu as promis de les réparer alors? Le laissant donne un coup de pied dans la neige, puis se passe la main dans le visage embarrassé. Parce que je suis amoureux d'elle. Ove ne sait que répondre à cela. Il enroule le journal et la lettre en un tube dont il se frappe la paume. Il reste un long moment immobile sur le seuil, hypnotisé par le mouvement régulier. Il faut que je me tire, murmure le jeune facteur d'une voix presque inaudible en se détournant. Reviens après ton travail et j'irai chercher le vélo dans la remise. Les mots semblent venir de nulle part, comme si O avait seulement pensé tout haut. Mais tu apportes tes propres outils. Le visage du jeune homme s'illumine. Sérieux? Ove continue à battre la mesure avec sa matraque en papier, l'adolescent déglutit. Vous savez, je veux dire, vous êtes sérieux? Je. Vous savez. Ah merde. Je ne peux pas revenir aujourd'hui. J'ai mon autre boulot. Mais demain, mec, je peux passer le prendre genre demain. Ove secoue la tête, aussi surpris que si un personnage de dessin animé venait de surgir devant lui. Le garçon inspire profondément et rassemble ses pensées. Demain? Ça va si je reviens demain? Pose-t-il. Quel autre boulot? Demande Hope comme si un candidat lui avait donné une réponse incomplète à la dernière manche de Question pour un champion. Putain, là, ça paraît que c'est traduit français de France, hein? Je travaille dans un café le soir et le week-end, explique son visiteur. Ses yeux brillent, soudain, de l'espoir de sauver la relation imaginaire que seul peut avoir un adolescent prépubère aux cheveux gras avec une jeune fille qui ne sait même pas quelle est sa petite amie. Il y a des outils au café. Je peux apporter le vélo là-bas, poursuit-il avec enthousiasme. Un autre boulot? Un seul ne suffit pas? Demande Ove en pointant son bâton à papier vers le logo de la poste sur la veste du jeune homme. Je fais des économies, répond celui-ci. Pourquoi faire? Pour acheter une voiture.
Ove ne manque pas de noter qu'il redresse légèrement les épaules au mot voiture. Ove hésite quelques instants, puis il abat à nouveau le bâton dans le creux de sa main avec une lenteur calculée. Quel genre de voiture? J'ai trouvé un modèle chez Renault, déclare le garçon d'un ton joué en bombant un peu plus la poitrine. Autour des deux hommes, l'air paraît se figer pendant plusieurs longues inspirations, comme souvent dans des circonstances de ce genre. Sur un plateau de tournage, la caméra aurait probablement filmé les deux personnages sous tous les angles en décrivant un cercle autour d'eux, avant qu'Ove ne perde toute maîtrise de soi. Renault? Mais merde, c'est français! Bon sang, tu vas quand même pas acheter une voiture française? Le vaurien semble vouloir répondre, mais Ove remue vigoureusement les bras, comme pour chasser une guêpe obstinée. Mon Dieu, tu n'y connais rien aux voitures ou quoi, espèce de blanc-bec? L'adolescent fait signe que non. Ove pousse un profond soupir et porte la main sur son front, comme s'il avait subi la migraine. Comment tu vas apporter le vélo au café si tu n'as pas de voiture? Demande-t-il finalement un peu plus calme. Je n'avais pas pensé à cela, admet le jeune homme. Ove secoue la tête. Une Renault. Vraiment? Répète-t-il. Le garçon acquiesce. Ove se pince la racine du nez avec un geste de frustration. Comment tu m'as dit que s'appelle le satanique café où tu bosses? Marmonne-t-il. 20 minutes plus tard, Parvenu ouvre sa porte étonnée. Sa porte d'entrée étonnée. Sur le seuil, Ove frappe sa paume de sa matraque, l'air détaché. Vous avez un macaron blanc? Quoi? Il faut mettre un macaron blanc quand on prend des leçons de conduite. Vous en avez un ou pas? Elle hoche la tête. Oui, j'en ai un, mais qu'est-ce que... Je vais vous chercher dans 2 heures. On prend ma voiture. Sans attendre de réponse, Ove remonte la rue en tapant des pieds. Il va faire un 2 en 1. Il va réparer le vélo du mec et il va donner les cours de conduite à Barvanel. Chapitre 27, justement, Ove donne une leçon de conduite. Au cours des 40 ans, ou presque dans le lotissement, il arrive parfois qu'un nouveau voisin inconscient ait l'audace de demander à Sonia la vraie cause de la profonde inimité entre Ove et Rune. Comment deux hommes qui avaient été amis en étaient-ils venus à se détester à une telle intensité? Sonia répondait que la raison était toute simple. Quand les deux hommes avaient emménagé chacun dans sa maison avec sa femme, Hall roulait en Saab 96 et Rune en Volvo 244. Quelques années plus tard, Hall avait une Saab 95 et Rune une Volvo 245. Au bout de 3 ans, il les avait remplacés pour une Saab 900 et une Volvo 265. Au cours des 10 qui suivirent, Hall posséda successivement 2 Saab 900 puis une Saab 9000. Rune choisit une autre Volvo 265 suivie d'une Volvo 745, mais retourna vers la berline quelques années plus tard et acquit une Volvo 740, après quoi Ove opta pour une deuxième Saab 9000 et Rune pour une Volvo 760. Puis Ove renouvela sa Saab 9000 et Rune échangea sa voiture contre une Volvo 760 Turbo. C'est assez intense. Et un jour, Cove était allé chez un concessionnaire pour jeter un coup d'œil à la toute nouvelle Saab 9.3 et revint le soir pour constater que Rune avait acheté une BMW. Une BMW! Avait-il hurlé à Sonia quand... Comment veux-tu discuter avec un type pareil, hein? Ce n'était peut-être pas l'entière raison pour laquelle les deux hommes s'exécraient, expliquait Sonia, mais on comprenait ça, soit on ne comprenait pas. Dans le second cas, raconter le reste n'était qu'une perte de temps. Naturellement, la plupart des gens ne voyaient pas le problème, avait observé Ove. Mais qui comprenait encore des valeurs comme la loyauté? Aujourd'hui, une voiture n'était qu'un moyen de transport, et une route, un contretemps entre 2 points. Ove est convaincu que cela explique l'état actuel des routes. Si les gens s'inquiétaient un peu plus pour leur voiture, ils ne conduiraient pas comme des imbéciles, se dit-il, tandis qu'il regarde l'air contrarié. Parvenait à enlever le papier journal avant de s'asseoir. Elle est obligée de reculer le siège conducteur jusqu'au bout des glissières pour faufiler son ventre rond dans le véhicule et le remettre en position originale pour atteindre le volant.
La leçon de conduite ne débute pas très bien. Pour être exact, Parvanet commence par s'installer dans la Sahab avec un soda à la main. Elle n'aurait pas dû. Ensuite, elle se met à trafiquer l'autoradio sous prétexte d'écouter une station plus sympa. Elle n'aurait peut-être pas dû non plus. Ove enroule le journal qu'il cogne nerveusement contre sa paume, telle une variante agressive de balle anti-stress. Parvanet empoigne le volant et observe le tableau de bord avec une curiosité enfantine. Par quoi on commence? Lance-t-elle, enthousiaste, après avoir accepté de se débarrasser de son soda. Ove soupire. Assis à l'arrière, le chat arbore soudain une expression de vif regret que son espèce ne sache pas boucler une ceinture de sécurité. Enfoncer l'embrayage, dit Ove légèrement récalcitrant. Parvani regarde tout autour d'elle, l'air de chercher quelque chose, puis se tourne vers Ove avec un sourire obséquieux. Où est l'embrayage? Ove a des visages incrédules. Mais bon sang, vous savez bien! Oh mon Dieu! Elle inspecte de nouveau les environs de son siège, observe la sortie de la ceinture sur son dossier, pensant que de toute évidence y trouvait l'embrayage. Ove porte la main au front, Parvanet prend immédiatement l'air furieux et offensé. Je vous ai. Excusez. Je vous ai dit que je voulais passer mon permis sur boîte automatique. Pourquoi vous m'obligez à prendre notre voiture? Pour que vous ayez un vrai permis de conduire, rétorque Ove d'un ton sec. Son insistance sur le mot vrai annonce clairement que pour lui, le terme ne s'applique pas à un permis pour boîte automatique. De la même manière qu'une voiture avec embrayage automatique n'est pas une vraie voiture. Arrêtez de me crier dessus, s'égosille Parvanet. Je ne crie pas, hurle Ove en retour. Le chat s'aplatit sur la banquette arrière, peu désireux de se mêler de cet échange d'amabilité. Parvanet croise les bras et regarde dehors, renfrogné. Ove bat la mesure contre sa paume avec la matraque en papier journal. L'embrayage, c'est la pédale la plus à gauche, finit-il par bougonner. Après une expression si profonde qu'il doit reprendre son souffle, il poursuit. Au milieu, c'est le frein. À droite, c'est l'accélérateur. Vous enfoncez lentement l'embrayage jusqu'au point de patinage. Vous appuyez sur l'accélérateur, vous lâchez l'embrayage et vous roulez. Barbanet considère manifestement l'explication comme des excuses. Elle hoche la tête, calmée, puis elle empoigne le volant, démarre et s'exécute. La sable fait un grand bond en avant, une petite pause et se lance avec un hurlement strident sur les places de stationnement où elle manque de justesse d'emboutir une voiture. Ove tire sur le frein à main. Parvenait lâche le volant et poussant un cri de panique, se plaque les mains sur les yeux quand la Sahab s'arrête avec une rude secousse. Ove respire avec autant de difficulté que s'il avait dû exécuter un parcours de combattant pour atteindre le levier. Les muscles de son visage tressaillent comme s'il avait reçu une giclée de jus de citron dans les yeux. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Roule Parvanet quand il s'aperçoit que la Sahab n'est qu'à 2 cm des feux arrière du véhicule. Marche arrière. Vous faites marche arrière, siffle Ove entre ses dents. J'ai failli percuter la voiture. Alerte Ove. Alerte Parvanet. Ove jette un coup d'œil par-dessus le capot, puis le calme revient soudain sur son visage. Il se tourne vers elle et hoche la tête avec insouciance. Ce n'est pas grave. C'est une Volvo. Ils se mettent un quart d'heure à s'engager sur la route. À la sortie du parking, Parvanet accélère tellement la première que la Saab vire comme si elle allait tomber en morceaux. Ove lui dit de passer une autre vitesse, c'est à quoi elle répond qu'elle ne sait pas comment on fait. Pendant ce temps, le chat, selon toute vraisemblance, essaie d'ouvrir la porte arrière. Quand il s'arrête à un premier feu rouge, un gros 4x4 noir, occupé par deux jeunes hommes au crâne rasé, s'approche si près de leur suspension arrière qu'Ove est certain que c'est sa Sahab aura leur numéro de plaque imprimé sur la peinture. Parvanet jette un coup d'œil nerveux dans le rétroviseur. Le 4x4 fait rugir son moteur comme s'il était sur la ligne de départ d'un rallye. Ove se retourne sur son siège, les deux hommes ont le cou couvert de tatouages. Le 4x4 ne signalait visiblement pas assez à leur goût qu'ils étaient des crétins finis. Le feu passe au vert. Parvanet enfonce l'embrayage. La Saab crachote et le tableau de bord s'assombrit. Tendu, Parvanet tourne la clé de contact, mais le moteur se contente d'émettre un grincement à fendre le cœur. La voiture hurle, tousse et cale de nouveau. Les tatoués klaxonnent. L'un d'eux fait de grands gestes impatients. Appuyez sur l'embrayage
et l'accélérateur dans le même mouvement, commande Ove. C'est ce que je fais, réplique-t-elle. Ce n'est pas du tout ce que vous faites. Bien sûr que si, c'est ce que je fais. C'est vous qui criez maintenant. Je ne crie pas du tout. Merde! Vocifère-t-elle. Le 4x4 klaxonne. Parvanet enfonce l'embrayage. La Sahab recule de quelques centimètres et percute l'avant du véhicule tout-terrain. Les tatoués se couchent littéralement sur le klaxon, comme si c'était une sirène de raid aérien. Parvanet tourne désespérément la clé, mais ne peut pas éviter de caler de nouveau. Soudain, il lâche les commandes et enfouit le visage dans ses mains. Mais c'est. Vous pleurez maintenant? S'exclame Ove. Je ne pleure pas du tout! Merde! Hurle-t-elle, projetant des lances sur le tableau de bord. Ove s'écarte, baisse les yeux sur ses genoux et se met à tripoter le bord de son tube en papier. C'est juste que c'est vraiment dur en ce moment, vous comprenez? Sanglote-t-elle. De désespoir, elle pose le front sur le volant, comme si c'était un oreiller moelleux. Et puis je suis enceinte, lance-t-elle en tournant la tête vers Ove d'un air accusateur. Je suis juste un petit peu stressée. Personne n'a d'indulgence pour une foutue bonne femme enceinte, un petit peu stressée. Ove se torsait sur le siège passager, mal à l'aise. Elle martèle le volant de ses poings en pesant sur tout ce qu'elle veut. Sur ce qu'elle veut, c'est. Tout ce qu'elle veut, c'est boire un soda, merde! Puis elle croise les bras sur le volant, enfouit son visage dans les manches de son pull et recommence à pleurer. Le 4x4 derrière eux klaxonne si fort qu'Ove a l'impression de stationner sur le pont d'un ferry pour la Finlande. C'est à cet instant que, pour employer le terme technique, Ove pète un plomb. Il sort brusquement de la Sahab, contourne le 4x4 à grands pas et ouvre vigoureusement la portière du conducteur. Ça ne t'est jamais arrivé de caler? Le jeune homme n'a pas le temps d'ouvrir la bouche. Putain d'abruti de salopard! Lui hurle Ove à la figure en postillonnant. Sans attendre sa réponse, Ove empoigne le tatoué par le col et le soulève si brutalement que le jeune homme titube hors de la voiture. Le tatoué au corps, musclé, pèse sûrement plus de 100 kilos, mais Ove le maintient par son pull d'une poignée de fer. Le conducteur est lui-même si surpris par la force du vieillard que l'idée de résister ne lui traverse même pas l'esprit. Les yeux d'Ove luisent de rage tandis qu'il plaque l'homme qui a sans doute la moitié de son âge contre le flanc du 4x4 en faisant résonner la carrosserie. Il pose son index en plein sur le crâne rasé du tatoué et approche son visage au point de sentir le souffle de l'autre. Klaxonne encore une fois et c'est la dernière chose que tu feras sur cette terre. Compris? Le regard du conducteur se tourne brièvement vers son passager, tout aussi musculeux, puis vers la file de voitures qui s'allonge derrière eux, mais l'une ne fait mine de venir à son secours. Personne ne klaxonne, personne ne bouge. Tout le monde pense à la même chose. Si un vieil homme sans tatouage avance sans hésiter sur un jeune homme tatoué et le plaque si aisément contre une voiture, c'est que ce n'est peut-être pas le tatoué qu'il vaut mieux éviter de contrarier. La colère assombrit les yeux d'Ove. Après un court instant de réflexion, le conducteur au crâne rasé semble trouver cette raison suffisante pour se convaincre que son assaillant est sans l'ombre d'un doute très sérieux. La pointe de son nez s'abaisse et se relève presque imperceptiblement. Ove hoche la tête, satisfait, et repose le tatoué par terre. Tournant les talons, il retourne s'asseoir dans la Sahab, où parvenait le dévisage bouche bée. Maintenant, écoute-moi bien, dit Ove calmement en renfermant la portière avec précaution. Tu as mis 2 enfants au monde, et tu t'apprêtes à en faire un troisième. Tu viens d'un autre pays et tu as probablement fui la guerre et les persécutions et toutes les catastrophes possibles et imaginables. Tu as appris une nouvelle langue, tu as suivi une formation qui te permet de gagner ta vie et tu prends soin de toute une famille d'empotés notoires. Et c'est bien le diable si je t'ai déjà vu avoir peur de quoi que ce soit. Ove ne la lâche pas des yeux, Parvenait se contente de le regarder sans voix. Ove pointe un index impérieux vers les pédales. Je ne te demande pas de te lancer dans une intervention en neurochirurgie. Je te demande de conduire une voiture. Il y a un accélérateur, un frein, un embrayage. Quelques-uns des pires imbéciles finis de l'histoire ont réussi à comprendre comment ça fonctionne. Et tu vas réussir aussi. Puis il prononce 9 mots dont Parvanet
se souviendra comme du plus beau compliment qu'il lui fera jamais. Parce que tu n'es pas une imbécile finie. Parvenu écarte de son frein une mèche de cheveux trempée de larmes et repose maladroitement les mains sur le volant. Ove hoche la tête, attache sa ceinture et se cale dans son siège. Maintenant, tu enfonces l'embrayage et ensuite, tu fais ce que je dis. Voilà comment Parvanet apprend à conduire l'après-midi même. Chapitre 28. La vie selon Ove et la vie selon Rune. Sonia disait souvent qu'Ove était rancunier, comme s'il refusait pendant 8 ans de retourner chez le boulanger local qui s'était trompé en lui rendant la monnaie à la fin des années 90. Ove appelait ça avoir des principes. Il n'était jamais entièrement d'accord avec sur le sens de ces mots. Il sait qu'elle avait été déçue que Rune et lui se soient brouillés. Leur inimitié avait gâché les chances de Sonia et Anita de devenir les amis qu'ils auraient pu être. Mais quand une querelle a duré trop longtemps, la réconciliation est parfois impossible pour la simple raison que plus personne n'en connaît la cause. Et Ove ne se souvenait pas comment leur dispute avait commencé. Il savait seulement comment elle avait fini. Une BMW. Quelques personnes avaient compris, d'autres non. Certaines disaient que les sentiments et les voitures n'avaient aucun rapport, mais rien n'illustrait jamais mieux la raison pour laquelle les deux hommes étaient devenus ennemis jurés. Tout avait commencé de façon innocente, peu de temps après l'accident de Sonia et Ove lors de leur retour d'Espagne. Pendant l'été, Sonia posa de nouvelles dalles sur sa terrasse, tandis que Rune dressait une nouvelle clôture autour de la sienne. Ove installa bien entendu une palissade encore plus haute. Après quoi, une se rendit au magasin de bricolage. Quelques jours plus tard, il se vanta dans tout le lotissement d'avoir construit une piscine. C'était pas une piscine, cette merde, avait râlé Ove à l'intention de Sonia. C'est juste un petit bassin pour le bébé de Rune et Anita, voilà ce que c'était. Ove suggéra de signaler la construction illégale au service de l'urbanisme, mais Sonia répondit que tu as commencé à bien faire et l'envoya tourner de la pelouse pour se calmer un peu. Ove obtempéra, même si ça ne le calma pas du tout. La longue pelouse de seulement 5 mètres de large longeait l'arrière des maisons d'Ove et de Rune, ainsi que le pavillon qui se dressait entre les deux, et que Sonia et Anita baptisèrent seulement la zone neutre. Personne ne sait exactement pourquoi il y avait une pelouse à cet endroit, ni quelle façon elle était supposée remplir. À l'époque où le lotissement avait été construit, un urbaniste quelconque avait dû se mettre en tête qu'une pelouse derrière les maisons faisait joli sur les plans. Quand Ove et Rune, encore bons camarades, avaient fondé ensemble le conseil syndical de la copropriété, ils avaient décidé qu'Ove serait responsable de la pelouse et de son entretien, mission qu'il avait remplie pendant toutes ces années. Un jour, les autres voisins avaient proposé d'y installer des tables et des bancs pour créer une sorte d'esplanade commune, mais Ove et Rune s'y étaient, bien sûr, immédiatement opposés. Ça aurait fait une pagaille monstre et un boucan du diable. Les jours passèrent dans la paix et l'allégresse, du moins dans la mesure où les choses peuvent être paisibles et allègres quand des hommes comme Ove et Rune sont impliqués. Peu de temps après que Rune eut construit sa piscine, le rat traversa la terrasse d'Ove, coupa par la pelouse récemment tondue et disparut entre les arbres de l'autre côté. Ove convoqua immédiatement les membres de la copropriété pour une réunion de crise et exigea que les habitants répandent de la mort au rat autour des maisons. Naturellement, les voisins protestèrent parce qu'ils craignaient que les hérissons aperçus entre les arbres en lisière de la forêt ne mangent aussi les appâts. Rune renchérit que les rats allaient lui ramener du poison dans sa piscine. Ove lui répondit de fermer son clapet et de consulter un psy pour discuter de sa confusion entre les lotissements et la Riviera. Rune riposta par une mauvaise plaisanterie aux dépens d'Ove en disant que les rats sortaient probablement de son imagination. Les autres voisins s'esclaffèrent. Ove ne le pardonna jamais à Rune. Le lendemain matin, quelqu'un avait jeté
des graines pour les oiseaux sur la terrasse de Rune, qui passa les 2 semaines suivantes à chasser à coups de pelle une dizaine de rongeurs de la taille d'un aspirateur. Ove obtint l'autorisation de répandre le raticide, en dépit de Rude qui hormona qu'il ne perdait rien pour attendre. 2 ans plus tard, Rune gagna la grande guerre de l'arbre quand il aperçut l'accord, lors de l'Assemblée générale des copropriétés, d'abattre un spécimen qui faisait écran au soleil en soirée chez lui, mais qui empêchait aussi une lumière aveuglante d'inonder la chambre à coucher de Sonia et Ove tôt le matin. En plus, il réussit à bloquer la motion furieuse d'Ove qui exigeait que la copropriété lui paie au moins de nouveaux stores. Ove remporta pourtant le conflit d'idées d'un jour l'hiver suivant, quand Rune essaya de s'autoproclamer responsable du déblaiement et par la même occasion de faire acheter par la copropriété un gigantesque chasse-neige. Ove ne laisserait pas Rune s'amuser à gaspiller de l'essence aux frais des copropriétaires et envoyer de la neige sur les fenêtres, fit-il clairement savoir à la réunion du conseil syndical. Rune fut tout de même nommé responsable, mais à son grand déplaisir, il dut déblayer tout l'hiver la neige devant les maisons armé d'une simple pelle. Naturellement, il évita soigneusement le payot d'Ove et Sonia, mais Ove s'en moquait. Pour le seul plaisir d'énerver Rune, il loua à la mi-janvier un gros chasse-neige avec lequel il dégagea les 10 mètres carrés devant lui. Rune en avait été foudrage et se souvient encore Ove avec une profonde satisfaction. L'été suivant, Rune élabora naturellement une nouvelle vengeance en achetant une de ces colossales tondeuses à gazon autoportée. Puis il obtint avec force, mensonge et conspiration que la propriété lui transfère le rôle, incombant jusqu'alors à Ove, de responsable de l'entretien de la pelouse. Après tout, Rune avait maintenant de meilleurs outils que l'ancien responsable, fit-il remarquer avec un sourire narquois à Ove lors de l'Assemblée générale. Ce dernier ne pouvait naturellement pas prouver que la décision du transfert ne reposait que sur des mensonges et conspirations, mais il était certain que les choses s'étaient passées ainsi. Foutu mobilette de frimeur! Lançait Ove à chaque fois que Rune passait sous ses fenêtres, et c'est sa tondeuse avec l'air suffisant du cow-boy qui s'apprête à rabattre un taureau dans son enclos. Ove prit sa revanche 4 ans plus tard en empêchant Rune de changer les fenêtres de sa maison. Après 33 lettres et une dizaine d'appels téléphoniques furieux, le bureau d'urbanisme s'était rangé de la vie d'Ove, selon qui cette rénovation allait gâcher l'homogénéité. Merde. Je- architecto- architectonique du lotissement. Gâcher l'homogénéité architectonique du lotissement. Les 3 années suivantes, Rune n'appela plus Ove que ce foutu procédurier. Ove le prit comme un compliment. L'année suivante, il changea ses propres fenêtres. À l'approche de l'hiver, la copropriété décida que le lotissement avait besoin d'un nouveau système collectif de chauffage central. Comme par le plus pur des hasards, Rune et Ove furent d'avis diamétralement opposés quant au chauffage nécessaire. Ce que, pardon, ce que les autres voisins appelèrent plaisamment la bataille de la pompe hydraulique prit les proportions d'une lutte acharnée entre les deux hommes. La vie continua ainsi. Life goes on. Mais comme disait Sonia, il y avait aussi d'autres moments. Ils furent peu nombreux, mais Anita et elle étaient passées maîtresses dans l'art de savourer pleinement ces instants. La guerre entre les deux hommes ne battait pas toujours son plein. Par exemple, un été dans les années 80, on avait acheté une Saab 9000 et Rune une Volvo 760. Chacun était si satisfait de sa nouvelle acquisition qu'ils se réconcilièrent pour plusieurs semaines. Sonia et Anita en profitèrent pour organiser des dîners ensemble. Le fils de Rune et Anita, qui venait d'entrer à l'adolescence, paraissait divinement dépourvu de charme et de bonnes manières, s'il en est, siégeait au bout de table, incarnation même de la mauvaise humeur. Ce garçon était né en colère, disait parfois Sonia avec tristesse. Ove et Rune réussirent cependant à s'entendre suffisamment pour boire un whisky ensemble en fin de soirée.
Au cours du dernier dîner de l'été, Ove et Rune se mirent malheureusement en tête de faire des grillades. Bien entendu, ils commencèrent à se chamailler sur la meilleure façon d'allumer le barbecue sphérique d'Ove. Un quart d'heure plus tard, la dispute avait atteint un tel volume sonore que Sonia et Nita trouvèrent préférable de dîner chacune chez elles. Chez soi. Les deux hommes eurent le temps d'acheter une Volvo 760 Turbo et une Saab 9000i avant de se réconcilier de nouveau. Pendant ce temps, les voisins emménageaient et déménageaient dans le lotissement. À la fin, des nouveaux visages étaient si nombreux qu'ils se fondaient en une masse grise, là où s'étendait autrefois la forêt. Il n'y avait plus que des grues de chantier. Overun se tenaient devant leur maison, les mains enfoncées dans les poches, tels des dinosaures obstinés dans une nouvelle ère, tandis qu'une armée d'engins immobiliers, prétentieux, aux nœuds de cravate gros comme un pamplemousse, serpentait la rue en regardant les deux hommes avec la convoitise de vautours, observant des buffles vieillissants. Ils crevaient d'impatience d'implanter les foutus consultants et leurs familles dans leur maison. Overun le savait parfaitement. Le fils de Rune et Anita quitta la maison à son 20e anniversaire au début des années 90 et s'installèrent en Amérique. Après Ove de la bouche de Sonia, ils ne le virent presque plus. Anita recevait un coup de téléphone à Noël, mais il a tellement à faire de son côté maintenant, disait-elle en essayant de faire bonne figure, alors que Sonia voyait qu'elle réprimait ses larmes. Certains garçons partaient sans se retourner. C'est ainsi. Ron n'aborda jamais le sujet, mais ceux qui le connaissent depuis longtemps ont l'impression qu'il rapetissa de quelques centimètres les années qui suivrent le départ de son fils. Comme s'il s'était tassé en poussant un profond soupir et n'avait plus jamais inspiré à fond. Quelques années plus tard, Rune et Ove se querellèrent pour une énième fois à propos du chauffage. Un Ove enragé sortit en trombe d'une réunion de la copropriété et n'y remit jamais les pieds. Leur dernier conflit eut lieu au début des années 2000, quand Rune commanda en Asie un petit robot qui virevoltait sur la pelouse en coupant l'herbe tout seul. Rune pouvait le programmer à distance pour retondre le gazon selon certains schémas, raconta Sonia impressionnée en revenant un soir de chez Anita. On s'aperçut bientôt que ce certain schéma signifiait que cette saloperie de robot faisait des allées et venues sous la fenêtre de leur chambre à coucher de toute la nuit. Je suis désolé, je perds le bout des fois. Merde. On vous aperçut bientôt que ce certain schéma signifiait que cette saloperie de robot faisait des allées et venues sous la fenêtre de leur chambre à coucher toute la nuit, en bourdonnant d'excitation. Un soir, Sonia vit Ove sortir de la porte vitrée, un tournevis en main. Le lendemain matin, le petit robot s'était inexplicablement jeté dans la piscine de Rune. Le mois suivant, Rune fit pour la première fois un séjour à l'hôpital. Il ne remplaça jamais son robot. Ove ne sait plus lui-même comment leur querelle avait commencé, mais il sut qu'elles avaient pris fin en ce moment. Bientôt, elle ne fut plus qu'un souvenir pour Ove et une absence de souvenir pour Rune. Pour beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas interpréter les sentiments à travers des voitures. Néanmoins, quand ils avaient emménagé dans le lotissement, Ove roulait en Saab 96 et Rune en Volvo 244. Après l'accident, Ove acheta une Saab 95 pour transporter le fauteuil roulant de Sonia. La même année, Rune acheta une Volvo 245 pour y placer une poussette. 3 ans plus tard, Sonia obtint un fauteuil roulant pliant plus moderne. Ove fit l'acquisition d'un coupé, la Saab 900, et Rune d'un break, une Volvo 265, parce qu'Anita parlait d'avoir un deuxième enfant. Puis Ove acheta encore deux Saab 900, suivi de sa première Saab 9000. Rune acheta une nouvelle Volvo 265 et bientôt une Volvo 745, mais aucun enfant ne s'annonçait. Un soir, Sonia rentra à la maison et elle raconta qu'Anita avait consulté un médecin. Une semaine plus tard, une Volvo 740 occupait le garage de Rune.
une berline. Ove l'aperçut lorsqu'il lavait sa sahab. Le soir, Rune trouva une bouteille de whisky entamée devant sa porte. Ils n'abordèrent jamais le sujet. Un regret des enfants qui ne verrent jamais aurait peut-être pu rapprocher ces deux voisins, mais le chagrin est un sentiment à double tranchant car les hommes ne le partagent pas. Ils peuvent partager les hommes. Peut-être. Merde. Mais le chagrin est un sentiment à double tranchant car les hommes ne le partagent pas. Il peut partager les hommes. Peut-être Ove ne pardonnait-il pas à Rune d'avoir eu un fils avec lequel il ne s'entendait pas. Peut-être Rune ne pardonnerait-il pas à Ove de ne pas lui pardonner. Peut-être aucun des deux ne se pardonnerait-il de ne pas pouvoir donner aux femmes qu'ils aimaient plus que tout ce qu'elles désiraient, plus que tout. Le garçon de Rune et Anita grandit et quitta la maison à la première occasion. Et Rune acheta une de ses BMW où l'on ne pouvait asseoir que deux personnes, dont l'une avec un sac à main. Après tout, il était avec Anita à présent, avait-il dit à Sonia qu'il avait croisé sur le parking. On ne peut pas rouler en Volvo toute sa vie, avait-il ajouté avec un sourire peu convaincu. Elle entendit les larmes dans sa voix. C'est à cet instant qu'Ove comprit que Rune avait abandonné pour toujours. Et peut-être ni Ove ni Rune lui-même ne pouvait-il pardonner cela. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas interpréter les sentiments à travers des voitures. Ils se trompent. Ah, chapitre 29. Ove est une personne PD. Super. Ok. Un gay. Mais sérieusement, où est-ce qu'on va demande Parvanet hors d'haleine. Préparer un truc, répond laconiquement Ove, trois pas devant elle, le chat galopant à son côté. Quel genre de truc? Un truc? Parvanet s'arrête pour reprendre son souffle. Là! S'exclame Ove en s'arrêtant devant un petit café. Une odeur de croissant frais s'échappe par la porte vitrée. Parvanet regarde le parking de l'autre côté de la rue, où ils ont laissé la Saab. Elle s'aperçoit à présent qu'il n'aurait pas pu arriver plus rapidement. Si ce n'est qu'Ove avait soutenu que l'établissement se trouvait de l'autre côté du quartier. Parvanet avait proposé de se garer là-bas, mais le stationnement coûtait une couronne de plus par heure. Elle avait dû faire une croix dessus. Parvanet avait vite découvert que lorsqu'un homme comme Ove ne connaît pas le chemin, il continue à avancer avec la conviction que tôt ou tard il arrivera à destination. Quand ils découvrirent le café, juste en face de leur place de stationnement, Ove ne laisse pas décontenancer le moins du monde, mais reste aussi serein que si cela avait fait partie de son plan dès le début. Parvanet essuie la sueur sur son front. Un homme à la barbe sale est assis contre le mur de la maison, un peu plus bas dans la rue. Un gobelet en carton est posé par terre à ses pieds. Devant le café, Ove, Parvanet et le chat croisent un garçon élancé d'une vingtaine d'années avec du charbon autour des yeux. Ove met un certain temps à reconnaître le voyou qui s'abritait derrière l'adolescent au vélo lors de leur premier contact à côté de la remise. Il avait l'air tout aussi prudent que l'autre fois lorsqu'il sourit à Ove. Une assiette en carton avec deux sandwichs à la main. Ove répond par un simple hochement de tête pour signifier que même s'il n'a pas l'intention de lui rendre son sourire, le message est bien passé. Pourquoi tu ne m'as pas laissé me garer à côté de la voiture rouge? Demande Parvanet, tandis qu'il franchisse la porte vitrée. Ove ne répondit pas. J'aimerais aussi, insistait-elle avec assurance. Ove secoue la tête, indigné. Résignée, 2 heures plus tard, elle ne savait même pas où elle se trouvait l'embrayage, et voilà qu'elle boude parce qu'il ne l'a pas laissé faire un créneau dans un mouchoir de poche. Par la vitre, Ove voit du coin de l'œil le jeune homme élancé donner les sandwichs à l'homme à la barbe sale. Bonjour, Ove! Appelle une voix à l'enthousiasme aigu. Ove se retourne et découvre l'adolescent avec qui il s'est chamaillé à propos du vélo. Le jeune homme se tient derrière un long comptoir poli au fond de la pièce. Il porte une casquette, observe Ove.
à l'intérieur. Le chat et Parvanait, tout à fait à l'aise, s'installèrent chacun sur un tabouret devant, la seconde s'essuyant sans cesse le front, bien que la pièce soit plus fraîche, plus froide qu'au dehors en fait. Elle se sert de l'eau avec une carafe posée sur le comptoir. Le chat lappe nonchalamment dans le verre pendant qu'elle ne fait pas attention. Vous connaissez? C'est un Parvanait qui regarde le garçon. Ove et moi, on est super copains avec celui-ci. Ah bon? Moi aussi, je suis super copine avec Ove. Chérie Parvanait avec un sourire, en imitant sans méchanceté son enthousiasme un peu trop naïf. Ove reste une distance raisonnable du comptoir, l'air de redouter que quelqu'un lui fasse un câlin. Je m'appelle... Ah ben tabarnache, je s'appelle Adrian. Adrian. Je m'appelle Adrian, fit l'adolescent. Parvanait, dit Parvanait. Vous voulez boire quelque chose? Demande Adrian en se tournant vers Ove. Oh oui, un latte, s'écrit Parvanait, comme si on lui massait les épaules avant de se le plonger le front avec une serviette en papier, glacée si possible. Ove se balance d'un pied sur l'autre en jetant un coup d'œil au local tout autour qu'il n'a jamais aimé, où il n'a jamais aimé les cafés. Natalement, Sonia les adorait. On pouvait y passer le dimanche complet seulement pour regarder les gens. Ove assis en face d'elle, essayant généralement de lire le journal. Ils firent cela chaque semaine. Il n'a pas mis les pieds dans un café depuis qu'elle est morte. Devant les yeux, il s'aperçoit qu'Adrian, Parvanait et le chat attendent sa réponse. Un café. Alors, noir. Adrian se gratte les cheveux sur sa casquette. Genre, un espresso? C'est ça? Non, un café. Adrian commence à se gratter la tête, se gratter le menton grâce au café noir. C'est ça? Oui. C'est du lait? S'il y a du lait, ce n'est plus un café noir. Adrian déplace des sucreries sur le comptoir, sans doute pour se donner une contenance et ne pas avoir l'air trop bête. Trop tard, se dit Ove. Du café moulu normal. Bon sang, explique Ove. Adrian opte du chef. Ah, ça! Ah oui? Non, je ne sais pas comment on fait. Ove affiche l'expression de circonstance pour les occasions où une personne lui dit qu'elle ne sait pas verser de l'eau dans une cafetière, mettre une dose de café dans un filtre et appuyer sur un bouton. Il rend l'index vers la cafetière électrique délaissée par un coin de pays de travail derrière le garçon, à moitié dissimulé par une gigantesque machine en forme de vaisseau spatial argenté qu'Orv identifie comme l'appareil qui sert à faire des espressos. Ah, celui-là, oui, dit Adrian en hochant la tête, puis vers la cafetière. S'il venait de rencontrer. Comme s'il venait de comprendre. Comme s'il venait de... Merde. Je suis désolé. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. À moitié dissimulé dans une gigantesque machine en forme de vaisseau spatial argenté, Corp identifie comme l'appareil qui sert à faire les espressos. Ah, celle-là? Oui, dit Adrian en hochant la tête vers la cafetière. Comme s'il venait de comprendre. Puis, il se tourne de nouveau vers Ove. Non, enfin, le truc, c'est que je sais pas comment il marche. Mais c'est bon Dieu, pas possible, comme elle Ove en passant de l'autre côté du comptoir. Il écarte l'adolescent et saisit la cafetière. Parvanait se racle brutalement la gorge. Ove lui lance un regard sombre. Oui, fait-il? Oui, répète-t-elle. Ove
lève les sourcils et hausse les épaules. Quelqu'un compte me dire ce qu'on fait ici? On verse de l'eau dans la cafetière. Le petit a un vélo à réparer. Le visage de Parvenu s'éclaircit. Le vélo accroché à l'arrière de la voiture? Vous l'avez apporté? Lance Adrian à Ove, fou de joie. Vu que tu n'as pas de voiture, répond Ove en fouillant dans son placard à la recherche de filtres à café. Merci, Ove, s'écrie Adrian en faisant un pas vers lui. Il se maîtrise avant de faire une bêtise. Alors comment ça, c'est ton vélo? Demande Parvanet avec un sourire. Adrian fait signe que oui. Mais l'instant suivant, il secoue la tête. En fait, c'est pas le mien. Il est à ma copine. Enfin, j'aimerais bien qu'elle devienne ma copine. Vous voyez le truc? Parvenait un sourire radieux. Donc, Ove et moi avons fait tout le chemin pour t'apporter le vélo pour que tu puisses le réparer? Pour une fille? Aiguine hoche la tête. Parvenait se penche au-dessus du comptoir et donne à Ove une tape dans le bras. Tu sais, Ove, parfois on croirait presque que tu as du cœur. Ove n'aime pas du tout le ton de sa voix. Tu as des outils ici ou pas? Demande-t-il à Aiguillenne en mettant son bras hors d'atteinte. Aiguillenne fait signe que oui. Alors, on va les chercher. Le vélo est accroché à la Saab sur le parking. Avec un bref signe de la tête, Aiguillenne s'engouffre dans la cuisine. Il réapparaît quelques minutes plus tard avec une triste caisse à outils et se dirige sans tarder vers la petite porte. Et toi? Pas de commentaire, ordonne Ove à sa voisine. Le sourire de Parvanel lui donne à penser qu'elle n'a pas la moindre intention d'obéir. J'ai seulement apporté le vélo pour qu'elle ne mette pas la pagaille dans cette remise, murmure-t-il. Bien sûr, acquiesce Parvanel en rien. Ove se remet en quête des filtres à café. Sur le pas de la porte, Eliane percute littéralement le garçon aux yeux soulignés de charbon. Dit: Je vais juste chercher un truc, lance Eliane en trébuchant sur les mots, comme sur la porte de carton. Sur les mots, annonce-t-il ensuite à Ove et parvenait en indiquant les deux garçons aux yeux soulignés comme de charbon. Merde. Aux yeux soulignés de charbon. Parvenait se lève immédiatement et tend poliment la main. Ove continue à fouiller dans les tiroirs derrière le comptoir. Qu'est-ce que vous faites? Demande le garçon élancé en regardant avec intérêt le retraité derrière le comptoir de son café. Le petit a un vélo à réparer, demande Ove, comme si c'était pas l'évidence même avant de demander. Tu as des fils pour réparer un vrai café? Préparer un vrai café? Le garçon tend l'index, Ove l'observe en plissant les yeux. C'est du maquillage? Maintenant, il fait signe du mieux. Maintenant. Merde. Comme c'est dans ce même. Tu as des fils pour préparer un vrai café? Le garçon tend l'index. Ove l'observe en plissant les yeux. C'est du maquillage? Revenez lui fait signe de se taire. Ove prend un air furtif. Ben quoi, on peut plus demander? Le garçon aux yeux de panda sourit avec une nervosité. Oui, c'est du maquillage. Qu'est-ce-t-il? On va de se frotter les yeux. Je suis là en boîte avant hier, explique-t-il avec un sourire de gratitude. Quand parvenait, extrait de son sac son intelligence. Extrait de son sac une lingette pour qu'elle lui tend avec un coup d'œil complice. Ove hoche la tête et retourne à la préparation du café. Toi aussi, tu as des problèmes avec les vélos, l'amour ou les femmes? Demande-t-il désinvolte.
Non, pas avec les vélos en tout cas. Avec l'amour non plus, j'imagine. Et en tout cas, c'est un cas pas pour les. En tout cas, pas avec les femmes, répond le cafetier. La bouche frémit. Quand le silence s'éternise, il commence à tripoter le col de son pull. Euh, oh, enfonce le bouton de la cafetière électrique qui se met à ronronner et s'appuie comme contre le comptoir comme s'il n'y avait rien de plus naturel que de prendre ses aises dans un café où on ne travaille pas. Un PD dit hein? Fait signe avec un signe de tête au garçon. Ove, c'est qu'il parvenait merde, en tapant de pied sur le bras. Ove écarte son bras offensé. Quoi? On peut plus demander? On dit pas. Ça le rebute Parvanait, qui refuse visiblement de prononcer le mot en question. PD, répète Ove, Parvana essaie de lui enseigner un coup de tape, une nouvelle tape, mais Ove l'esquive. Ça se dit pas, déclare-t-elle d'un ton impérieux. Déconcerté, Ove se tourne vers le jeune aux yeux charbonneux. On n'a plus le droit de dire PD? Comment ça s'appelle alors? On dit homosexuel, ou bien altersexuel, lâche Parvanait sans pouvoir se retenir. Ove la regarde, se tourne vers le garçon, puis de nouveau vers sa voiture. Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est bon, dit le cafetier, avec un sourire en contournant le comptoir pour enfiler un tablier. Parvanait soupire en secouant la tête en guise de désapprobation. On fait de même et lui renvoie son expression critique. Bien sûr, fait-il. Songeur, amorçant une pirouette, la main dressée comme s'il s'essayait de souvenir d'un pas de danse latine. Mais ces personnes, PD, tu en fais partie. Tu en fais partie. Ou quoi? Parvanait regarde le garçon aux yeux charbonneux, comme si elle voulait lui faire comprendre pour tous les moments qu'Ove est en fait un évadé de l'unité fermée de l'hôpital psychiatrique et qu'il ne faut pas lui en vouloir. Mais le jeune homme n'en a pas l'air fâché du tout. Oui, oui, exactement. J'en ai fait partie. Bon, fait O avec un hochement de tête avant de servir du café encore bouillant. Puis, sans un mot, il sort sur le parking en emportant la tasse. Le garçon du maquillage ne proteste pas. Après tout, ce n'est qu'un détail auprès que ces hommes s'est autoproclamé barman dans son café et il n'interroge sur ses clients euh, merde, sur ses après que cet homme l'ait proclamé barman dans son café, il l'a interrogé sur son orientation sexuelle alors qu'ils ne se connaissaient pas depuis plus de 5 ans. Planté devant la Sahab, Adrian donne l'impression de s'être égaré dans une forêt. Tout va bien? Demande Ove de manière purement rhétorique. Il boit une gorgée de café en regagnant le vélo d'Adrian et pose même décroché de la voiture. Non, c'est que vous savez le truc, enfin, dit-il en se glissant, se grattant compulsivement le torse. Point. Pardonnez-moi, encore une fois. Non, c'est que vous voyez le truc, enfin, dit-il en se grattant compulsivement le torse. On l'observe environ 30 secondes, il prend une autre gorgée de café, puis affole la troupe mécontent, puis affiche l'air incontent d'une personne
qui vient d'enfoncer le pouce dans un avocat trop mûr. Fourrant sa tasse dans les mains du garçon, il décroche la vidéo qu'il pose à l'envers sur les réseaux sociaux. Euh, Merde, hey, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. La vidéo va être plus longue que prévu à cause de mes hésitations. Mais voilà, je suis désolé. Euh, euh, Il perd un autre de café, puis affiche l'air mécontent d'une personne qui vient d'enfoncer le pouce dans un avocat trop mûr. Fourrant sa tasse dans les mains du garçon, il décroche le vélo qu'il pose à l'envers sur la selle et ouvre la caisse à outils pour que le jeune homme a apporté du café. Ton père ne t'a jamais appris à réparer un vélo, dit-il en se penchant sur le pneu crevé. Mon père est en tôle, répond Adrian d'une voix presque inaudible en se grattant toujours la poitrine. Il donne l'impression de vouloir disparaître sur le champ dans un grand trou noir. Ove s'immobilise, puis l'évalue du regard. L'adolescent fixe le sol, Ove se racle la gorge. C'est pas bien difficile, murmure-t-il finalement, en faisant signe à Adrian de s'asseoir par terre. Il met 10 minutes à réparer la chambre à air, Ove donne des instructions d'une voix monocorde. Adrian ne prononce pas un mot pendant toute la durée des opérations, mais il est attentif et adroit et ne se ridiculise pas complètement, considère Ove. Peut-être l'élève de Sonia n'est-il pas aussi malhabile de ses 10 doigts qu'avec la grand-mère? Il essuie ensuite leurs mains crasseuses avec un torchon, pris dans le coffre de la Sahab, chacun évitant de regarder l'autre. J'espère que la fille en vaut la peine, dit Ove en refermant le coffre. Adrian ne sait pas répondre. Quand ils retournèrent au café, un petit homme trapu, vêtu d'une chemise tachée, percé sur une échelle, visse un appareil qu'Ove identifie comme un convecteur. Au pied de l'échelle, le garçon maquillé en panda, tient à bout de bras un kit de tournevis. Il essuie toujours les traces de colle en lorgnant le plus gros homme par échelle, euh, en lorgnant le plus gros homme sur l'échelle, d'un air quelque peu nerveux. Il paraît craindre d'être surpris en train de faire une bêtise. Parvanel se détourne vers Ove, enjoué. Voici Amel, c'est le propriétaire du café, chantonne Parvanel, l'index tendu sur le d'homme trapu. Sans se retourner, Amel émet une série de consonnes dures qu'Ove ne comprend pas, mais qu'il devine être un mélange de jurons et de termes anatomiques. Qu'est-ce qu'il dit demande Adrian. Le garçon au maquillage se tortillaille. Malaise. En gros, que le réalisateur est comme quelqu'un qui aime le. Il jette un bref regard à Adrian, mais baisse vite les yeux. Il dit que cette série. Il dit que c'est une série. Merde. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il dit? Demande Adrian. Le garçon au maquillage se tortille mal à l'aise. En gros, le réalisateur est comme quelqu'un qui aime le. Il jette un bref regard à Adrian, mais baisse vite les yeux. Il dit que c'est une sale tafiole de radiateur, chuchote-t-il en si bas que seul Ove le plus proche de lui l'entend. Parvenant en revanche désigne Amel l'air enchanté. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais on devine quand même que ce sont des jurons. On dirait ta version doublée, Ove. On ne réjouit pas outre mesure Ove. Ni Amel et ce dernier interrompit sa tâche en pointant son tournevis sur Ove. Le chat, c'est votre? Non, répond Ove. Il ne veut pas simplement dire qu'il n'est pas le maître de l'animal, mais seulement souligner que celui-ci en est propriétaire ou pas. Si, modèle. Il ne veut pas simplement dire qu'il n'est pas le maître de l'animal, mais surtout souligner que celui-ci n'appartient à personne. Le chat dort, pas les animaux dans le café.
Scandale Amel, comme si les consonnes désobéissantes dansaient les tarentelles tout autour de la phrase. Ove observe avec intérêt le convecteur au-dessus d'Amel, puis le félin sur le tambouret de bord. Il jette un coup d'œil à la caisse à outils dans les mains d'Adriane, un autre sur le radiateur, puis se retourne enfin vers Amel. Si je le répare pour vous, le chat reste. Il ne prononce pas ces mots comme une question, plutôt sur le ton d'une affirmation. Pendant un instant, Amel paraît perdre toute maîtrise de soi, comme quand il la recouvre, pour une raison qu'il aura sans doute du mal à s'expliquer après coup. Il n'est plus l'homme perché sur l'échelle, mais celui qui la tient. On va faire quelques minutes à l'autre bout, puis il redescend et s'essuie la main sur son pantalon et rend le tournevis et une petite clé à molette au garçon élancé. Vous l'avez réparé, s'extasie l'homme courteau à la chemise tachée quand le convecteur se met en marche avec un ton éreinté. Il saisit Ove avec familiarité par les épaules de ses mains rigides. Whisky? Vous l'aise? De la cuisine, j'ai du whisky. Ove regarde sa montre 2 heures plus d'écart. Il secoue la tête, mal à l'aise, un peu à cause du whisky. Oui, peu à cause d'Amel qui lui grippe toujours les épaules. Le jeune homme au maquillage disparaît par la porte arrière, le comptoir, en se frottant fébrilement les yeux. Quand le chat et Ove retournent vers la Sahab, une demi-heure plus tard, Adrian les attrape et retint prudemment Ove par la manche. Mec, vous direz pas que Mirsad, il... Qui? S'étonne Ove. Mon patron, demande Adrian. Ove ne cessait toujours pas. Il ajoute. Avec le maquillage? La personne PD? Fait Ove. Adrian hoche la tête. En fait, son père... En fait, Amel... Il sait pas... Pardon. Il sait pas que Mirsad et Adrian cherchent le terme correct. Une personne PD, suggère Ove. Adrian acquiesce. Ove hausse les épaules. Parvanès avance en tanguant dans leur direction, le souffle court. Où est-ce que tu étais passé? Lui demande Ove. Je suis allé lui donner ma monnaie, répond Parvanet avec un signe de menton vers l'homme à la barbe sale contre le mur. Tu sais qu'il va seulement s'acheter du torboyau, l'informe Ove. Parvanet écarquait les yeux d'une façon où Cove soupçonne d'être sarcastique. Quoi? Tu crois vraiment? Et moi qui espérais tellement qu'ils iraient s'inscrire à l'université pour suivre des cours de physique des particules. Ove renifle de dédain et ouvre la sable. Adrian se tient toujours de l'autre côté de sa voiture. Oui? Demande Ove. Vous ne direz rien sur Mirsad, hein? Promis. Ove brandit vers lui un index impérieux. Dis donc, c'est toi qui vas acheter une voiture française. Ne commence pas à t'inquiéter pour les autres. Tu as déjà ce souci toi-même. Comme ça. Dernier chapitre. Chapitre 30. Ove et un monde sans lui. C'est pas le dernier chapitre. Il va pas crever parce que c'est écrit un monde sans lui. Je rassure. Il y a bien 10 chapitres après. Ove déblaye la neige qui couvre la terre pierre tombale. Il creuse énergiquement la terre gelée pour y piquer les fleurs. Puis se redresse en brossant ses vêtements. Penaud, il regarde le nom de Sonia, lui qui n'arrêtait pas de la houspiller, qu'elle était en retard, le voilà incapable de la suivre, comme il l'avait promis. Quelle fichue vie ça a été, marmonne-t-il à la pierre. Puis il se tait de nouveau. Il ne sait pas quand c'est arrivé, quand il est devenu si taciturne. Après l'enterrement, les jours et les semaines se sont amalgamés au point qu'il ne peut pas dire ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Avant que Parvanet et le lourdeau Patrick ne fassent marche arrière tout droit dans sa boîte aux lettres, il ne se souvient pas d'avoir échangé le moindre mot avec quiconque depuis la mort de Sonia. Parfois, il oublie de dîner. Cela n'était encore jamais arrivé, mais aussi loin que remonte sa mémoire, pas depuis qu'il s'était assis à côté d'elle
dans le train il y a près de 40 ans. Quand Sonia était là, ils avaient une routine. On se levait à 6 heures moins quart, préparait le café, procédait à sa tournée d'inspection. À 6h30, Sonia avait fait sa toilette et ils prennent le petit déjeuner ensemble en buvant du café. Sonia mangeant des œufs, Ove du pain beurré. À 7h05, Ove portait Sonia jusqu'au siège passager de la Sahab, mettant le fauteuil roulant dans le coffre et emmenait sa femme à l'école. Puis il se rendait à son propre travail. À 10h15, ils avaient une pause chacun de son côté. Sonia mettait du lait dans son café, Ove le buvait noir. À midi, il déjeunait. À 3h15, nouvelle pause. À 5h15, Ove retrouvait Sonia dans la cour d'école, l'installait sur le siège passager et embarquait le fauteuil roulant. À 6h, il dînait à la table de la cuisine, la plupart du temps de la viande et des pommes de terre avec de la sauce. Le plat préféré d'Ove. Puis il jouait au mot croisé, ses jambes inertes ramenées sous elle dans le fauteuil de la salle de séjour, tandis qu'Ove bricolait dans la remise du jardin ou regardait les informations. À 9h30, Ove portait Sonia dans leur chambre à coucher à l'étage. Les années qui avaient suivi l'accident, elle avait suggéré maintes fois de prendre leur quartier dans la chambre d'amis vide au rez-de-chaussée, mais Ove avait refusé. Après une dizaine d'années, elle avait compris que c'était sa façon de lui prouver qu'il n'abandonnait jamais, que Dieu, l'univers et tout le reste ne gagneraient jamais, que ces salauds pouvaient aller au diable. Elle n'insista pas. Le vendredi soir, il regardait la télévision jusqu'à 10h30. Le samedi, il prenait le petit déjeuner tard, à 8h parfois. Puis ils allaient faire leurs courses au magasin de bricolage, de meubles et à la jardinerie. Si on achetait du terreau, ils étudiait les outils. Il n'avait qu'un petit pavillon avec une petite terrasse à l'arrière et une petite bande, mais toujours quelque chose à planter ou à construire. Sur le chemin du retour, il s'arrêtait pour manger une glace. Au chocolat pour Sonia, au noix pour Ove. Une fois par an, le prix des glaces augmentait d'une couronne. Un véritable calvaire pour Ove, disait alors Sonia. Quand il rentrait chez eux, il propulsait son fauteuil roulant à travers la cuisine jusqu'à la porte vitrée menant à la terrasse, et Ove l'aidant à s'asseoir directement par terre. Sonia appréciait énormément de pouvoir entretenir les plates-bandes sans devoir marcher pendant ce temps. Sans devoir marcher, point. Pendant ce temps, Ove inspectait leur foyer armé d'un tournevis. Ce qu'il y avait de bien dans cette maison, c'est qu'elle n'était jamais terminée. Ove trouvait toujours une vis à resserrer. Le dimanche, ils allaient au café, Ove lisait le journal et Sonia parlait. Ensuite, le lundi arrivait et un lundi, il ne fut soudain plus là. Ove ne sait pas exactement quand il est devenu si taciturne. Peut-être avait-il commencé à parler de moins en moins souvent dans sa tête. Peut-être était-il en train de devenir fou. Il s'interrogeait parfois. C'était comme s'il ne voulait pas qu'on lui parle, de peur que le bruit n'étouffe le souvenir d'une autre voix. Il faut courir doucement ses doigts sur la pierre tombale, comme à travers les poils d'un épais tapis. Il n'avait jamais compris les jeunes gens qui parlaient tout le temps d'aller à la rencontre de soi. Il entendait ça fréquemment dans la bouche de collègues trentenaires. Il répétait sans arrêt qu'il voulait plus de temps libre, à croire que c'était le seul but du travail, atteindre le moment où on pouvait l'interrompre. Sonia disait souvent rien que Ove était l'homme le plus intraitable au monde. Ove refusait d'y voir une critique. Un peu d'ordre était nécessaire, voilà tout. Il fallait des routines et on devait pouvoir se fier aux choses. Il ne voyait pas en quoi c'était un trait de caractère négatif. Sonia relatait souvent comment, au milieu des années 80, dans ce qui ne pouvait être qu'un moment d'égarement, Ove s'était laissé convaincre d'acheter une Saab rouge, alors qu'il n'en avait eu que des bleus depuis qu'elle le connaissait. Les 3 pires années de la vie d'Ove, gloussait Sonia. Après, Ove n'avait jamais racheté que des Saab bleus. La plupart des femmes se fâchent quand leur mari ne remarque pas qu'elles sont allées chez le coiffeur. Mais quand je me coupe les cheveux, mon mari boude plusieurs jours parce que je ne suis plus comme d'habitude, racontait volontiers Sonia. Ove regrette ça plus que tout, ce qui était comme d'habitude. Les humains ont besoin d'une fonction. Il a toujours eu un rôle à jouer, nul ne peut le nier. Il a
fait tout ce que la société attendait de lui. Il a travaillé, n'a jamais été malade, a remboursé son emprunt, a payé ses impôts, a fait ce qu'il avait à faire, a acheté de bonnes voitures. Et comment la société le remercie-t-elle? En venant le trouver dans son bureau pour lui dire de rentrer chez lui. Voilà comment. Et un lundi, il n'est plus drôle à jouer. 13 ans plus tard, on avait acheté son break bleu de la série Saab 9.5. Peu de temps après, les Yankees de General Motors avaient repris les dernières parts suédoises de l'entreprise. Ce matin-là, Ove avait renfermé le journal en poussant une bordée de jurons qui avait duré jusqu'au milieu de l'après-midi. Il ne racheta jamais d'autre voiture. Il n'avait pas l'intention de mettre l'orteil dans une automobile américaine, à moins d'y être posé les pieds avant. Il ne pouvait se le tenir pour dit. Sonia avait lu l'article pour un peu plus attentivement et y émis quelques objections à son récit sur le changement de nationalité de l'entreprise, mais ça n'avait aucune importance. On avait pris sa décision et s'il s'y tiendrait, et il conduirait ce modèle jusqu'à ce que la voiture ou lui-même tombe en morceaux. De toute façon, il ne faisait plus de voiture correcte, avait-il tronché. Les véhicules récents n'étaient plus que des rats d'appareils électroniques de merde. Ça revenait à conduire un ordinateur. On ne pouvait même plus les démonter sans que les fabricants menacent de suspendre la validité de la garantie. Alors, c'était aussi bien. Sonia déclara un jour que cette voiture tomberait en panne quand on entendrait Ove. Quand on enterrait Ove. Possible. Mais il y a un temps pour tout, disait-elle aussi souvent. Par exemple, quand les médecins lui annonçaient qu'elle n'avait plus que 4 ans à vivre, elle avait pardonné plus facilement qu'Ove. À Dieu, à l'univers et à tout le reste. Ove, lui, n'avait ressenti que fureur. Peut-être parce qu'on devait se mettre en colère à la place de Sonia. Parce que cette fois, ça suffisait. Parce qu'il ne pouvait pas tolérer un jour de plus que le malheur s'acharne sur la seule personne qui ne le méritait pas. Alors il lutta contre le monde entier. Il protesta auprès du personnel hospitalier, auprès des spécialistes, auprès des médecins-chefs. Il protesta auprès des chemises blanches appartenant à des sociétés devenues si nombreuses qu'il ne se souvenait plus de leur nom. Il y avait une assurance pour ceci, une autre pour cela, un interlocuteur parce que Sonia était malade, un autre parce qu'elle était en fauteuil roulant, un troisième pour qu'elle obtienne un arrêt de travail, un quatrième pour convaincre les premiers qu'elle voulait justement le convaincre. Elle voulait continuer à travailler. Mais lutter contre les hommes en chemise blanche était impossible. On ne pouvait pas s'opposer à un diagnostic. Sonia avait un cancer. Nous prendrons les choses comme elles viendront, dit Sonia. Ce qu'ils firent, et continua à travailler avec ses chers vauriens aussi longtemps qu'elle le put, jusqu'à ce qu'Ove doive pousser son fauteuil jusqu'à la salle de classe parce qu'elle n'avait plus de force. Au bout d'un an, elle ne travaillait plus qu'à 3/4 temps. Au bout de 2 mi-temps. Au bout de 3, un quart temps. Et quand elle dut rester à la maison pour de bon, elle écrivit à chacun de ses élèves une longue lettre personnelle où elle les exhortait à lui téléphoner s'ils avaient besoin de parler à quelqu'un. Presque chacun d'eux appela. Ils arrivèrent en longue procession. Un week-end, ils furent si nombreux que le petit pavillon Cove passa 6 heures dans la remise. Quand le dernier s'en alla le soir, il fit minutieusement le tour de la maison pour s'assurer que rien n'avait été volé. Finalement, à son habitude, Sonia lui avait alors crié de ne pas oublier de compter les œufs dans le frigo, et pour quoi ils avaient capitulé. Il l'avait portée à l'étage tandis qu'elle riait, l'avait déposée sur le lit, et juste avant qu'il ne s'endorme, elle s'était tournée vers lui. Elle avait caché le doigt dans le creux de sa main, enfoui le nez dans son cou. Dieu m'a pris un enfant, mon cher Ove, mais il m'en a donné 1000 autres. La 4e année, elle s'éteignit. Donc, leur diagnostic était bon. À présent, il passe la main sur la pierre tombale, la caressant encore et encore, comme s'ils essayaient de la réveiller. Je vais aller chercher le fusil de ton grand-père au grenier. Je sais que tu n'aimes pas ça. Ça ne me plaît pas non plus, annonce-t-il à voix basse. Il inspire profondément, comme pour s'endurcir et l'empêcher de l'en dissuader. À tout à l'heure, dit-il d'un ton ferme en tapotant du pied dans la neige, comme pour couper court à toute tentative de protestation. Il redescend le petit chemin vers le parking.
le châle escortant d'une démarche feutrée. Il franchit le portail noir, contourne la Sahab, qui arbore toujours le macaron blanc des apprentis conducteurs, et ouvre la portière au côté passager. Parvanel l'observe de ses grands yeux bruns remplis de compassion. J'ai une idée, commence-t-elle prudemment en démarrant la Sahab pour quitter le parking. Oublie-la tout de suite. Elle l'ignore. Je me disais juste que je pouvais t'aider à mettre de l'ordre dans la maison, si tu veux. Par exemple, à ranger les affaires de Sonia dans des boîtes et... À peine avait-elle prononcé le nom de Sonia que le visage d'Ove s'assombrit, un véritable masque de colère. Je ne veux plus entendre un mot de plus, rugit-il d'une voix qui retentit dans toute la voiture. Mais je pensais juste pas un seul foutu mot de plus. Tu as compris? Parvanel hoche la tête et se tait. On regarde dehors. On regarde dehors pendant tout le trajet du retour, frémissant de rage. Et voilà.